Retour sur le plateau de cette 7e restitution des travaux du think tank agroalimentaire des Échos. Vous qui nous regardez, soyez les re-bienvenus. On a changé de décor, on a changé d'intervenant. Vous avez sur la gauche de votre écran Baptiste Bagné, qui est associé chez PwC France, Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, et puis Jean-Marie Serroni, agroéconomiste indépendant, et on va évoquer un sujet qui est pas neutre si on veut préserver notre capacité de production, c'est comment finance-t-on tout simplement cet outil de production qui va s'appeler la Ferme France. Jean-Marie, on va reprendre le fil de l'histoire un peu logique, ça veut dire que, avant de faire réagir Baptiste et Jean-Baptiste, la recommandation que l'on a poussée cette année consiste en gros à dire que si on porte moins de capital quand on est exploitant agricole, on peut peut-être dégager plus de revenus. Et si la finalité, c'est non pas la possession, mais le revenu, alors il y a une voie. Tu nous fais ta petite démonstration en quelques minutes. Voilà, je vais vous démontrer ça rapidement. En gros, le challenge, c'est de vous montrer la proposition sur laquelle Christiane vient de réagir. Donc on est à l'envers. Mais ça va me permettre d'aller plus vite. Tout d'abord, le revenu, au sens où on l'entend là, il faut bien comprendre que c'est le vrai revenu, c'est-à-dire l'argent disponible. On n'est plus du tout sur une donnée comptable... on est vraiment sur le cash, sur les pépettes. Donc pourquoi ça nous paraît un débat important ? Bien sûr, il y a la relève. Aujourd'hui, en gros, un jeune qui s'installe, pas 100%, mais presque 100% est financé par de la dette. Et donc, derrière, il va passer une partie de sa vie, voire toute sa carrière, à capitaliser progressivement. Et donc, il y a une concurrence sur les flux dégagés par l'entreprise entre ce qu'il peut prendre pour vivre et ce qu'il doit dégager pour rembourser. Et je dirais même qu'il y a quelque part une concurrence déloyale si on se compare avec d'autres pays. Vous prenez les Pays-Bas ou le Danemark, ils ne sont pas confrontés à ce problème, puisqu'une grande partie des financements sont sur des prêts in fine. Et la Nouvelle-Zélande, c'est pareil, des prêts in fine reconductibles. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne remboursent jamais le capital, ou quasiment jamais. Donc là, il y a une différence de rentabilité en flux de trésorerie qui est importante. En Allemagne, vous avez le même débat. Il y a encore des systèmes de primogéniture, de droits d'aînesse plus ou moins qui existent, qui font qu'une partie n'est pas refinancée. Nous, on doit tout refinancer à chaque génération. Et de plus, ces besoins sont croissants. Vous avez là une courbe très, très, très schématique. Sur 60 ans, vous avez la part de la valeur ajoutée qui est consacrée aux amortissements. Et vous voyez qu'en 60 ans, on est passé de 10% à 40%. C'est-à-dire qu'on a 4 fois plus de parts de valeur ajoutée produite sur l'exploitation consacrée aux amortissements. Donc c'est bien le reflet derrière d'une question de capitalisation de plus en plus importante. Et donc il faut aujourd'hui, en moyenne, pour créer 1 euro de valeur, 5 euros d'actifs. Chez toi, c'est beaucoup plus, ton système de viande bovine. Tu ferais des légumes, ce serait beaucoup moins. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de nouveaux qui s'installent sur les légumes. Parallèlement à ça, la valeur ajoutée par unité de travail a augmenté. C'est pour ça que le revenu agricole a fortement augmenté en 60 ans. Alors, quelles sont les voies envisageables ? Je vais aller vite. Donc, l'idée, c'est de voir comment on pourrait libérer les agriculteurs qui le souhaitent de cette obligation de capitaliser dès le début de leur carrière pour augmenter leur disponible. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un financement extérieur sans distinguer capital d'exploitation et foncier. En approche primaire, on ne fait pas la différence entre les deux, sachant que sur le foncier, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui existent. Et, par contre, le souci, c'est d'avoir un système qui préserve le modèle agricole français que le ministre a bien mis en avant. Donc, je trouvais ce système de capitaux extérieurs qu'on associe souvent à de l'industrie, et là, qui soit compatible avec le soutien à notre modèle d'exploitation indépendante. Et donc, l'idée, c'est de créer des fonds d'investissement ouverts et dédié à l'agriculture. On se dit que ce ne serait pas forcément idiot que ce fonds bénéficie de la garantie du Trésor, comme il y a quelques années, les prêts jeunes agriculteurs bénéficiaient de la garantie du Trésor. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, je ne suis plus trop sur le terrain, mais pendant longtemps c'était ça. Et de se dire que pour les particuliers, et c'est là qu'on a le lien avec le sujet général du think tank cette année, que les particuliers qui investiraient là-dedans bénéficieraient, comme dans d'autres systèmes d'investissement, d'un avantage fiscal à l'entrée, en contrepartie duquel le fonds investirait dans des exploitations correspondant à certains critères, soit de type d'exploitation, de système d'exploitation, soit de mode de gestion, notamment par exemple l'assurance climatique. Alors la première objection, en général, il dit mais c'est bien sympa, tout ça, on voit bien que tu n'es plus sur le terrain, c'est pas rentable.
On sait bien que l'agriculture, c'est pas rentable, donc c'est pas envisageable. En fait, c'est absolument faux comme raisonnement. Parce que là, je vous fais un schéma très simple, comme quoi rémunérer des capitaux extérieurs, ça revient en fait à ne payer que les intérêts d'un emprunt, et non pas le capital. Même si mécaniquement, c'est pas tout à fait ça. Une exploitation, et donc là, c'est des chiffres réels du ministère de l'Agriculture, une exploitation française en moyenne sans le foncier, c'est 165 000 euros de capitaux personnels et 110 000 euros de dettes. Sachant que l'exploitation moyenne aujourd'hui, c'est quelqu'un de 52-53 ans, hein, ce qui explique les capitaux personnels. Et ça dégage 60 000 euros de trésorerie. Et ces 60 000 euros de trésorerie, aujourd'hui, il y en a la moitié qui est consacrée à rembourser et la moitié qui est disponible. Si au lieu de 110 000 euros de dette, j'ai 100 000 euros de capital que je rémunère à 5%, ce qui permet avec l'intermédiation peut-être de rémunérer l'investisseur à 3% et quelque chose, ce que les gens cherchent aujourd'hui, ça me coûte 5 000 euros. Donc je dégage 20 000 euros de trésorerie en plus, sur la même exploitation, en ayant changé le mode de financement. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas des férus de comptabilité, et notamment de comptabilité agricole, ça consiste à dire que vous occupez la maison de vos rêves en ne payant que les intérêts de l'emprunt et non pas le capital. Et non pas le capital. Et donc, effectivement, ça vous coûte beaucoup moins cher et il vous reste beaucoup plus pour vivre à côté et faire la bamboula dans la super maison. Voilà. C'est à peu près ça l'idée. Donc, ça ouvre plein de perspectives. Ceci dit, il y a énormément de freins à lever qui sont principalement psychologiques. L'agriculture française s'est structurée au lendemain de la guerre sur ce triptyque de la grande propriété d'avant-guerre, même d'avant la Première Guerre, les salariés agricoles qui, rappelons-nous, nous savons dans l'histoire, étaient beaucoup plus nombreux avant qu'aujourd'hui, et l'exploitation familiale, avec cet arbitrage des années 60 de Gaulle, Pisani, de Baptiste, l'exploitation familiale à 2 unités de travail, sans la grande propriété, avec tout le droit du fermage, et finalement avec très peu de salariés. Et donc, on se dit, il faut qu'on trouve un système qui ne réveille pas ces vieux fantômes, où on reste dans ce système, même si l'exploitation familiale, elle a ses limites et qu'elle a grandi en taille. Donc le premier frein, il est culturel. On ne touche pas à ces fantômes. Deuxième frein. Le deuxième frein, on ne crée pas de nouveaux tabous. Et donc c'est l'idée de ce fonds, dans lequel investissent vous, moi, des familles, des gens, donc tout le lien avec notre ROCO, mais également des entreprises de transformation, des entreprises de distribution, dans un fonds. Ils n'investissent pas directement dans l'exploitation. Et des fonds, il peut y en avoir plusieurs, d'initiatives privées, avec un système d'agrément, vraisemblablement, s'il y a un avantage fiscal. Et puis il y a les agriculteurs, qui investissent bien sûr sur leur exploitation. Donc là, il faut trouver, par ce système de fonds, avec une certaine barrière d'étanchéité, on n'a pas l'investissement en direct, et on se dit, on ne crée pas de nouveaux fantômes. Donc les bonnes années, les éleveurs de porc, ils n'achèteront plus des appartements à Rennes et à Nantes, voilà. Ils achèteront des parts. Et il reste à affiner le troisième élément, les bons réglages de gouvernance. Donc je survole parce que là, c'est des chantiers à ouvrir si la puissance publique est intéressée par cette proposition. Concernant les particuliers qui investissent, il y a des questions de fiscalité, il y a des questions de la liquidité. Si le jour je veux revendre ma part, si j'ai un avantage fiscal, pendant combien de temps il faut que je détienne les fonds? Le fonds lui-même, il y a des questions de forme juridique, il y a sûrement des fonds existants qui pourraient être utilisés, mais vraisemblablement des freins, des questions de gouvernance, la question de la garantie publique, mais surtout, quel est le mandat d'actionnaire? Quel est le pouvoir du fonds sur l'exploitation agricole? Et c'est là qu'il y a un gros point de réglage sur lequel il faut travailler. Sur l'exploitation en elle-même, on a commencé avec Guillaume et son équipe à regarder, il y a des questions de forme juridique qu'il faut sans doute modifier, notamment le pourcentage de capitaux extérieurs qui est limité aujourd'hui, qu'il faudrait décloisonner, les critères pour bénéficier de ce fonds, et puis il y a des questions de droit rural, notamment le bail, toutes les questions du droit rural qui est lié à la personne physique de l'exploitant agricole, où là on a une limite, il faudrait sûrement, mais ça Jean-Baptiste et ses collègues députés trouveront, il y a quelques petites modifications à faire. Et enfin, sur le dernier, qui est l'exploitation agricole, c'est le pendant du mandat d'actionnaire, c'est quels sont les droits que l'agriculteur doit par rapport à son investisseur. Et quels sont les audits qu'il doit accepter, quels sont les regards qu'il doit accepter, tout en restant, comme disait Christiane, le patron ou la patronne. Allez, on fait réagir voilà. Jean-Baptiste et Baptiste, alors avec 2 regards différents. Jean-Baptiste, alors qui a participé à la réflexion autour de cette recommandation, puisque tu étais notre guest le jour où on avait décidé de mettre ce sujet sur la table. Est-ce qu'il y a un levier à creuser
pour améliorer le revenu agricole grâce à cette relation différente au capital. Est-ce que c'est intéressant et est-ce que ça peut avancer ? C'est plus qu'intéressant. C'est plus qu'intéressant. C'est obligatoire de se pencher là-dessus aujourd'hui. On a 50%, je crois, des agriculteurs européens qui prennent leur retraite d'ici 5 ans. Donc le renouvellement des générations par les enfants d'agriculteurs ne suffira plus, mais même celui-là, il est problématique aujourd'hui, puisque les exploitations, effectivement, sont des exploitations familiales, mais qui, pour beaucoup, ont pris des formes sociétaires. Je pense au GAEC, je pense